Vous êtes parent, éducateur ou animateur et vous souhaitez obtenir des outils simples et ludiques et efficaces surtout pour dessiner avec les enfants. Et ça, c'est une super idée. Parce que apprendre à dessiner dès le plus jeune âge, ça permet non seulement de s'amuser, de stimuler l'imagination et la créativité des enfants, mais aussi d'améliorer leur concentration et leur rapidité d'apprentissage dans divers domaines qui ne sont pas uniquement le dessin. Quel défi faut-il surmonter pour aider un enfant à apprendre à dessiner? Alors d'expérience, en discutant avec les parents de mes élèves, vous êtes très nombreux à vous retrouver dans un de ces types de situations. Vous êtes mal à l'aise avec le dessin et vous redoutez le moment où votre enfant vous demande de dessiner un sujet que vous êtes incapable de dessiner. Ou alors, vous savez déjà dessiner un petit peu et vous cherchez à donner des conseils à votre enfant, mais il ne le comprend pas ou alors il l'applique mal et ça vous frustre énormément. Vous aimeriez créer des moments de complicité autour d'activités créatives, mais vous manquez d'idées ou de matériel. Ou alors, vous n'êtes pas intéressé par le dessin, ça peut arriver vous-même. Et puis, vous voyez cette activité comme une contrainte et vous culpabilisez de ne pas pouvoir accompagner votre enfant dans sa passion. Et enfin, vous êtes certain que le dessin, c'est uniquement un don et vous êtes convaincu que votre enfant, il a ce don, mais pas vous. Faut-il bien dessiner pour apprendre le dessin aux enfants? Apprendre le dessin, c'est quelque chose de compliqué et c'est très chronophage dès lors qu'on se professionnalise. Il y a de nombreuses théories à apprendre, la perspective, l'anatomie, les règles de composition, pour ne citer vraiment que quelques exemples. Et ce bagage technique, moi je l'ai appris en théorie lors de mes études de dessin, et puis j'ai appris à l'appliquer ensuite dans mon travail d'illustrateur pendant 15 ans. Mais si vous pensez que c'est ce type d'implication et de technicité qu'il faut avoir pour apprendre le dessin à votre enfant, alors la réponse est clairement non. Cependant, c'est quand même important d'avoir un niveau de dessin qui est supérieur à celui d'un enfant. Ce niveau, en fait, vous l'avez très certainement déjà, mais vous manquez d'outils pour le révéler. Donc avant d'apprendre à courir, on passe par une étape où nous sommes à quatre pattes. Et ensuite, nos premiers pas, nous manquons d'équilibre. Et c'est après avoir résolu le fait de se mettre debout, puis de marcher, qu'on peut commencer à courir. Mais savoir courir, c'est une notion qui est très différente selon qu'on soit un enfant ou alors un athlète. Donc avant d'apprendre à bien parler, c'est la même chose. Il faut apprendre à émettre des bons sons, et puis ensuite il faut accumuler le vocabulaire et apprendre à structurer des phrases. Et savoir bien parler, c'est évidemment une notion qui est très différente si on est un enfant ou si on est un maître conférencier. Donc vous pensez probablement que savoir dessiner, c'est la capacité à dessiner tout un tas de sujets par la seule force de votre imagination. Et ça peut tout à fait être le cas dès lors qu'on a un excellent niveau de dessin, qu'on est professionnel en fait, mais ça c'est très éloigné des premiers stades d'apprentissage du dessin. En fait, vous avez déjà résolu le problème principal qu'ont les enfants, c'est que vous avez une très grande dextérité. Donc encore une fois, ne vous comparez pas à ceux qui sont bien plus habiles que vous. Comparez-vous à un enfant. Vous pouvez le constater par votre capacité à écrire à main levée, par exemple. Donc peut-être que vous avez une écriture manuelle courante qui est catastrophique. Mais moi je sais que si vous vous appliquez, vous êtes en mesure de dessiner de jolies boucles et de maintenir les formes d'une lettre à l'autre. Donc vous pourriez vous dire, ouais mais un enfant aussi, en s'appliquant, il peut le faire. Mais c'est pas le cas. La réalité, c'est qu'il est incapable de le faire parce qu'il n'a pas pu développer ces petits muscles profonds comme ça qui rendent cette précision possible. Vous savez à quel point il est difficile pour un enfant de tenir son crayon correctement pour tracer du mieux qu'il le peut des traits maladroits. Et j'ai pas de mal à vous démontrer à quel point ils sont motivés par les dessins parce que vous les voyez probablement souvent gribouiller quotidiennement. C'est un peu comme s'ils s'amusaient en essayant de pédaler avec un bâton dans leur roue de vélo avant de devenir assez fort pour le casser et commencer enfin à rouler. Et je pense qu'il faut à tout prix tirer parti de cette volonté et de cette énergie que souvent on perd en étant adulte. Et c'est en encourageant les enfants pendant cette phase que ça augmentera leur détermination à accomplir des projets par la suite. Ainsi, moi je vous propose d'être toujours positif. Ne remettez jamais en question la capacité de l'enfant à devenir un bon dessinateur. Et dans ces premières phases de dessin, soyez volontairement très enthousiaste. L'attitude de certains parents qui me dépriment le plus, et qu'on retrouve malheureusement beaucoup trop souvent, c'est de se moquer des dessins de l'enfant en disant toujours la même chose, c'est « je suis pas pessimiste, je suis réaliste ».
Bon, la réalité, c'est évidemment que les parents sont pessimistes, ceux qui disent ça, et c'est ça qui conditionne leur enfant à échouer ou à abandonner le dessin par la suite. Encore cet été, j'ai assisté à un cas durant un atelier de dessin en manga où tout se passait extrêmement bien jusqu'à ce qu'on commence à préciser les formes. Et comme c'est souvent le cas à ce moment-là, une succession de petits traits mal placés rend le personnage particulièrement disgracieux. L'enfant qui faisait ce portrait était accompagné de sa grand-mère et elle a tout de suite pointé du doigt ce défaut. Ça a eu un effet qui était très pénible parce que la petite fille, elle s'est mise à pleurer et elle a refusé de poursuivre parce qu'elle s'est sentie en incapacité de corriger. Donc à la suite de cet incident, moi pour garder une bonne dynamique, j'ai dû m'adapter et puis proposer un exercice qui était bien plus simplifié pour qu'elle puisse reprendre confiance en elle. Le stage il a repris sur de très bons auspices, mais j'étais frustré parce que j'ai pas pu lui prouver davantage qu'elle était capable de faire des dessins plus complexes. Pour expliquer l'attitude que j'essaie d'avoir lorsque je donne des cours aux enfants, je vais m'appuyer sur cet exemple-là et je vais vous expliquer ce que j'aurais fait à la place de la grand-mère. Donc dans un premier temps, je remarque tous les points positifs. Par exemple, une forme générale qui est bien observée. Le fait que l'enfant est très concentré sur son dessin, ou bien qu'il a l'air de s'amuser. Une progression sur la qualité de sa ligne, etc. Bon, en bref, tout ce que vous remarquez, et même si ça vous semble assez simple à dessiner. Ensuite, j'évoque la différence entre le visage du modèle, ou bien de l'intention de départ, avec le résultat, mais sans le décrire comme une erreur. Par exemple, c'est chouette d'avoir ajouté de la personnalité à ton personnage. Il donne vraiment l'impression d'être en colère, c'est marrant. Et on pourrait inventer une histoire avec ce personnage. Donc ensuite, je fais une démonstration en utilisant cette astuce de l'histoire et en expliquant comment il peut commencer avec l'expression de base, heureux par exemple, pour passer à une autre expression par la suite. Donc c'est un prétexte qui est détourné pour montrer comment il est possible d'obtenir le bon résultat. Et si vous n'avez pas d'imagination pour créer des histoires, bon, vous pouvez vous appuyer sur la logique des mèmes, par exemple, en sous-titrant les deux images. Par exemple, avant de manger le gâteau de mamie, et puis après avoir mangé le gâteau de mamie. Donc les enfants ne sont pas habiles de leurs mains. Ils ne peuvent pas l'être parce qu'ils n'ont pas pu développer les muscles de façon à avoir du contrôle sur leurs traits. Donc mon objectif principal en tant que prof de dessin, c'est de leur permettre de muscler leurs mains de manière à briser cette contrainte qui les handicape beaucoup pour appliquer les différents conseils théoriques. Donc la pire démarche, c'est évidemment de demander d'essayer d'obtenir une qualité de ligne parfaite directement avec exemple à l'appui. Ça va être très frustrant pour eux parce qu'il y a de bonnes chances d'altérer leur motivation avec ce type d'objectif. Moi, j'ai trouvé une formule qui fonctionne assez bien et que je répète au moins une fois par cours. C'est lorsque vous dessinez, vous faites comme si vous participiez au concours de celui qui appuie le moins fort sur son crayon. Donc c'est un jeu qui intègre la notion d'entraînement avec lequel il est facile d'observer sa progression. Lorsque j'observe qu'il y a une évolution positive, je le fais remarquer. Mais en revanche, quand j'observe que les traits sont de nouveau trop appuyés, je dis simplement n'oublie pas que tu participes au concours de celui qui appuie le moins fort. Donc savoir gérer la pression comme ça, c'est l'attitude qui permet le plus de gagner en habileté au départ de la pratique. Et je n'intègre aucune autre directive, moi, sur ce point, avant que ce problème-là soit vraiment résolu, celui de la pression. Pour que l'activité se passe dans de bonnes conditions pour vous, à moins que vous ne soyez vous-même dessinateur et que vous puissiez dessiner très très vite, la meilleure option c'est de dessiner vos modèles en avance ou de vous procurer des livres de qualité de dessin par étapes. Donc pour ma part, moi je dessine mes modèles à la demande de mes élèves pendant le cours. Mais j'ai déjà assez pratiqué pour dessiner rapidement et surtout maintenant je suis devenu imperméable aux critiques. Donc c'est pas le cas de tous les adultes qui pourraient aussi se vexer des remarques des enfants. Parce que comme l'enfant il a l'intuition qu'il faut tracer directement les contours, les logiques techniques de dessin vont lui paraître comme des erreurs ou des efforts qui sont inutiles. Donc ainsi on a des résultats visibles plus rapidement, moins on altère l'intention de l'enfant et plus il est facile de le convaincre. Donc lorsque vous commencez par dessiner une tête de chien par exemple, en utilisant un premier rectangle pour le construire, dès les premières secondes, l'enfant il va dire c'est pas du tout comme ça qu'on dessine un chien. Donc ça c'est hyper frustrant.
Et c'est pour ça qu'au départ, pour faire comprendre la logique de construction, je vous propose plutôt de dessiner votre modèle en amont et de tracer par-dessus, dans différentes couleurs, les principales formes de construction. Donc vous pouvez aussi choisir des livres, mais choisissez-les bien. Moi, ceux que je recommande, c'est ceux de Philippe Legendre, parce que l'auteur, il a fait le choix de conserver les formes de base bien visibles dans les dessins définitifs. Donc il faut éviter les livres dans lesquels les formes de base disparaîtront totalement dans le rendu final, et ça donnerait aux enfants l'impression, une fois de plus, que la construction c'est une perte de temps par rapport à la copie de la ligne. Peut-être qu'en consultant les livres qui montrent comment dessiner aux enfants par étapes, vous vous êtes demandé pourquoi il fallait commencer par tracer des carrés, des cercles et des triangles. Et c'est même possible que vous trouviez les résultats présentés particulièrement laids et que vous vous êtes dit si c'est pour aboutir à ce genre de croûte, ça n'a aucun intérêt. Bon, en réalité, cette technique, c'est un point de passage, mais c'est également la finalité d'un parcours de dessinateur. C'est pour ça que c'est très difficile à expliquer. Parce que la synthétisation, c'est l'exercice de base qui nourrit votre intuition ensuite pour composer des images de façon harmonieuse. Mais la composition, c'est un concept qui n'intéresse en rien les enfants. Et peut-être vous-même si vous ne souhaitez pas devenir dessinateur. Alors pour présenter l'intérêt de construire des dessins avec des formes géométriques, moi j'utilise l'exemple de la mise en mouvement. En déplaçant les formes de construction de base d'un modèle pour l'adapter à une action, il est facile de conserver l'apparence du modèle d'une image à l'autre. Donc lorsqu'on compose son sujet avec des formes géométriques, le choix de forme de base, il est relativement restreint et il est facile de s'en souvenir. En revanche, l'agencement particulier de ces différents blocs, ça va moduler la qualité de la ligne de tout le contour, voilà, qui va être de plus en plus complexifié par l'accumulation des formes simples, et si bien que la ligne de contour sera bien plus singulière et complexe, non seulement à observer, mais aussi à modifier, dès lors qu'on cherche à interpréter une scène. Bien que vous utilisiez une méthode de construction par étapes, il est toujours possible d'appliquer deux méthodes pour obtenir un résultat abouti. Soit vous utilisez la méthode classique de dessin, vous commencez par le crayonné, puis un ancrage des contours, avant de colorier tout le dessin. Ou alors vous pouvez utiliser la méthode par masse, vous commencez par colorier les formes principales, puis vous ancrez le dessin définitif. Vous pouvez mixer les deux approches et il y a évidemment beaucoup d'autres activités que vous pourrez expérimenter lors d'activités manuelles avec des tampons, avec des techniques de grattage ou bien des superpositions par exemple. Mais les principes de base, ils sont contenus complètement dans ces deux méthodes qui sont très simples. Utilisez comme exemple les personnages préférés des enfants. En général, ils sont déjà relativement simples à dessiner. Mon intuition, c'est que les enfants sont attirés par les dessins qu'ils sont en mesure de reproduire. Et c'est ce qui explique le mieux, à mon sens, la popularité des personnages dans un style qui est vraiment naïf. Donc, intéressez-vous vraiment à ce qui leur plaît. Par exemple, depuis que je donne des cours, les personnages les plus appréciés, c'est Mortel Adèle, les personnages de Minecraft, les personnages de Among Us, ou bien les Pokémon, par exemple. Et lorsque les dessins sont plus compliqués, il faut les simplifier en tâchant de conserver les détails importants pour les enfants. Donc par exemple, si je dois dessiner Chase de Pat' Patrouille, je vais amplifier comme ça la dimension de sa casquette et je vais rendre sa médaille bien visible, quitte à exagérer un petit peu leur importance. Donc j'ai un petit élève qui est fan du Grinch par exemple, et il est tout particulièrement fasciné par les chaussures du Grinch. Donc parfois on est très surpris par ce qui capte l'attention des enfants, c'est drôle. Alors ouvrez la discussion pour connaître les goûts des enfants dans le détail et puis proposez des sujets qui leur sont adaptés. Donc savoir dessiner les proportions au dessin, c'est pas uniquement connaître les dimensions des différentes parties du corps humain, parce qu'il y a des proportions dans tous les sujets, aussi bien dans les décors, les architectures, les animaux et les humains, et dans tous les styles différents de dessin en réalité. Donc savoir dessiner les proportions, c'est savoir dessiner les éléments d'un ensemble aux bonnes dimensions, de façon à conserver leur cohérence. Pour l'expliquer aux enfants, j'utilise un exemple que j'ai imaginé, qui est celui de l'ours et de la souris. Donc je commence par dessiner un ours en utilisant des formes très simplifiées, et puis ensuite je réutilise à peu près les mêmes formes en modifiant leurs proportions pour en faire un dessin de souris. Et cet exemple, ça leur permet de comprendre que non seulement la forme est importante, mais c'est aussi sa taille par rapport aux autres formes qui va définir le sujet global. Donc c'est loin d'être évident pour les plus jeunes enfants.
mais c'est ce qui, en fait, définit exactement ce que sont les proportions. Lorsqu'on parle de contraste, la plupart des gens imaginent de prime abord qu'on parle de valeur, un élément qui est sombre par rapport à un élément qui est clair, par exemple. Donc en réalité, les contrastes, c'est présent dans tous les aspects qui peuvent souffrir de la comparaison. Donc par exemple, en cuisine, un aliment qui est froid par rapport à un aliment qui est chaud. En musique, c'est un rythme soutenu par rapport à une plage de silence, par exemple. Mais en matière de dessin, tout est affaire de contraste. Un coin anguleux par rapport à un coin qui est arrondi, un objet qui est grand par rapport à un objet qui est petit, une couleur qui est vive par rapport à une couleur qui est désaturée, un objet lisse par rapport à un objet craquelé, bref, tout. Mais c'est possible d'observer le contraste qu'à partir du moment où il est exposé, révélé par quelque chose qui est opposé. Pour expliquer le contraste aux enfants, et parfois aux adultes, moi, j'aime bien utiliser un exercice que j'ai imaginé. Donc je leur demande de dessiner la plus grosse fourmi de la planète. Donc la plupart du temps, les enfants dessinent une fourmi qui va de bord à bord de leur feuille blanche. Et quand tout le monde a terminé, moi je leur explique que je vais dessiner une fourmi qui est encore plus grande, mais dans une feuille qui est plus petite. Alors là, tous les enfants ils disent « Mais non, c'est impossible, Timothée !» Et alors je commence à dessiner la planète Terre, et après je dessine une grosse fourmi par-dessus, qui est posée sur la planète Terre. Donc ça c'est un super exercice, parce que ça permet de comprendre directement que le sujet, il n'existe qu'en interaction avec un environnement. Mais également qu'on ne peut pas définir précisément un sujet, voilà, quand même, qui est isolé du reste du monde. Donc la notion que j'ai le plus de mal à expliquer aux parents, qui sont frustrés que leur enfant passe d'un dessin à l'autre, parfois sans terminer le précédent, c'est en réalité la meilleure façon de progresser en dessin, comme dans presque tous les domaines, en fait, j'imagine, c'est pas de dessiner une petite quantité de dessins jolis, mais plutôt d'accumuler une grande quantité d'erreurs différentes et rapidement. Donc c'est le fait d'avoir été confronté à des problèmes précis et d'accumuler les tests pour les résoudre qui va justement permettre aux enfants de dessiner de mieux en mieux. Alors bien sûr, dans un second temps, il est bon de terminer certains dessins. Et pour motiver les enfants à aboutir, le mieux, c'est d'intégrer ces dessins dans un projet. Donc par exemple, une illustration d'histoire, ou alors un poster pour leur chambre, une décoration d'un classeur ou d'un cahier, ou puis une petite page de BD par exemple. Voilà. Mais rassurez-vous, si les enfants ne terminent pas absolument tous leurs dessins, c'est vraiment pas grave. Et c'est même très souvent une bonne chose. Alors si vous avez bien suivi mes précédents conseils, il n'y a pas d'autre principe théorique à apprendre aux enfants. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire toujours et encore la même chose. À partir de ces notions qui sont très élémentaires, il est possible de concevoir de nombreux exercices qui sont ludiques et qui vous permettent d'expliquer encore et toujours les mêmes concepts, mais avec des angles différents. Donc n'oubliez pas que le principal problème à résoudre pour l'enfant, c'est de l'ordre de la motricité. Donc pour lui, c'est un véritable challenge au départ, justement de devenir plus habile. En dehors d'exercices et d'activités contraintes, n'oubliez pas de laisser du temps à l'enfant pour expérimenter le dessin d'imagination aussi. Ça va lui donner une vraie respiration. Les enfants, ils ont souvent des obsessions, par exemple les dinosaures, les Pokémon, les chats, et il se peut qu'ils redessinent sans cesse les mêmes sujets quand ils dessinent d'imagination. Bon, ça c'est une bonne chose, il n'y a aucun mal à ça. Vous pouvez remarquer qu'en dehors des exercices et des activités, les principes de dessin que vous avez essayé d'apprendre à l'enfant aussi, ils seront peut-être pas réutilisés dans leur dessin d'imagination. Et même s'ils refont les exercices eux-mêmes, peut-être qu'ils les referont de la mauvaise façon selon l'exercice. Bon, ça c'est normal. Et puis ça prend du temps aussi aux enfants de comprendre comment ils peuvent tirer parti des exercices. Donc pas d'inquiétude. La progression pour le dessin, pour les enfants, c'est pas du tout linéaire, et même pour les adultes. Donc certains enfants, ils auront des déclics avant les autres enfants. Et même si un enfant stagne longtemps, en fait, s'il est bien accompagné et s'il est motivé, il pourra progresser quoi qu'il arrive. Moi, j'ai la vraie chance de donner des cours de dessin à des enfants et à des adultes depuis plusieurs années maintenant. Mais avec le format de cours en présentiel, je suis vite limité par le nombre d'élèves que je peux avoir en cours. Il y a aussi des limites géographiques, qui fait que je ne pourrai jamais avoir, quoi qu'il arrive, tous les enfants de la Terre à mes cours. Donc j'ai pensé qu'il faudrait peut-être faire des vidéos dédiées aux enfants pour leur apprendre le dessin avec des exercices ludiques et efficaces. Mais après la lecture du livre La fabrique du crétin digital, moi j'ai été convaincu qu'il serait bien plus néfaste pour eux de rester devant un écran, même si c'est pour apprendre à dessiner, plutôt que de jouer dehors sans dessiner jamais. Donc comme j'ai une fille aussi qui a 9 mois et que je me prépare,
je me prépare même peut-être un peu trop à lui apprendre le dessin, eh bien, je me dis que j'aurai probablement beaucoup de ressources intéressantes à partager avec les enfants dans ma situation, mais qui ne savent pas dessiner. Donc j'ai pour objectif de proposer aux parents, aux éducateurs ou aux animateurs des solutions pour mettre en place des ateliers créatifs ludiques qui sont facilement réalisables et vraiment efficaces pour apprendre le dessin aux enfants, en étant accompagné par un adulte. Mais voilà, moi mon gros problème, c'est que je ne sais vraiment pas quelle serait la formule qui pourrait convenir à la plupart des emplois du temps et aussi des préférences et des envies de chacun. Alors, si ma vidéo elle vous a déjà donné quelques pistes comme ça pour vous permettre d'apprendre le dessin aux enfants et que vous seriez intéressé pour poursuivre, eh ben, j'ai créé un formulaire qui vous engage à rien pour que vous m'aidiez à comprendre précisément le format qui s'adapterait le mieux à vous. Donc j'aimerais vous proposer la meilleure solution qui est possible, hein. Moi c'est vraiment mon objectif, c'est celle qui sera la plus simple à mettre en place par les adultes, mais qui sera aussi la plus bénéfique pour les enfants. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bon, ça montre que vous êtes vraiment impliqué dans l'éducation des enfants et ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à partager ma vidéo ou à la booster d'une façon ou d'une autre pour faire connaître mon travail à d'autres personnes et d'autres adultes impliqués qui aimeraient apprendre le dessin aux enfants. Allez, au revoir et à bientôt.